Apéro spécial Miami. Comment ça va? Mieux. Mieux? Ouais. Ça y est, tu récupères? Je sors du Health and Safety Protocol, veuillez m'excuser. Les gens se demandent. Hein. Eh oui, veuillez Ah, m'excuser. tu sors, t'es pas encore tout à fait sorti là. Non, mais c'est bon, on est négatif maintenant, donc on fait attention, etc. Vous étiez nombreux à le savoir. D'ailleurs, veuillez m'excuser pour cet apéro si je dois respirer entre certaines phrases, parce que j'ai la respiration d'un joueur qui a fait pression tout terrain sous Chuck Daly. Ouais. Mais ça va très très bien. Et toi, Alex, comment ça va? Bah, ça va. Donc, au passage, hein, pour s'il y en a qui n'avaient pas vu, donc malheureusement, on sera pas à Toulouse demain. Eh oui. Hein, comme c'était prévu au départ, mais forcément, Health and Safety Protocol oblige. Mais on va travailler très vite avec nos amis de la FNAC de Toulouse, ouais. Exactement, pour recaler cette date ASAP. Bref, exactement. Le plus vite possible. Tout à fait, donc en effet, comme le disait Alex, copain toulousain et toulousaine, on a reçu plein de messages, on reviendra dans la cité rose, c'est ça qu'on dit, je crois, la ville du cassoulet. La ville rose, je crois. La ville rose, magnifique. La ville rose et de la saucisse, je crois on dit. Magnifique, et de plein d'autres choses de qualité, tout à fait, et de grands rugbymen. On vous tient au courant, ce sera probablement, on verra en mai ou en juin, mais voilà, on va respecter le protocole jusqu'au bout. Et on va se pencher sur une autre cité rose et un peu parfois bleu turquoise. On va parler du Heat aujourd'hui parce que, Alex, il y a plein de choses à devoir dire sur le Heat. Le contexte, il est simple. On va vous le redonner. On va parler de plein de choses. Nous sommes à 2-3 semaines des playoffs, 2 semaines d'un immense play-in tournament. On va voir ce qui va se passer. Mais surtout, au moment où on parle, Alex, le Heat reste numéro 1 de la conférence Est. Mais alors... c'est pas comme si ces derniers jours c'était un peu tendu à Sud-Plage quand même. Non, c'est un peu l'idée de cet apéro. C'est comme tu me le disais tout à l'heure en off, quoi. C'est voilà, quoi. C'est tu travailles bien pendant des mois, mais c'est quoi ce finish là? On sait que le finish, c'est forcément une partie importante de ta dynamique. En fait, la dynamique des dernières semaines est presque la dynamique la plus importante à l'orée des playoffs, quoi. Donc, oui, c'est pas facile. C'est pas facile pour le Heat en ce moment du tout. C'est exactement ça. Ça tape un peu des mauvaises mines en ce moment chez les fans du Heat. Alors certains vont nous dire non, c'est rien du tout, c'est juste des petites histoires, mais c'est important aussi d'en parler. Juste pour vous donner tous les éléments, je vous montre tout de suite le calendrier puisque au moment où on parle, on a eu 2 défaites, Alex. Et je te propose qu'on en parle là tout de suite. C'est cette défaite d'abord à Philadelphie alors qu'il n'y a pas de James Harden ni Joel Embiid. Et tu as suivi ça par un match à domicile contre Golden State alors qu'il n'y a pas de Klay Thompson, pas de Stephen Curry, pas de Draymond Green, pas d'Iguodala, pas d'Otto Porter Jr. Enfin bref, il n'y avait même pas Monta Ellis, ni Chris Mullin, ni Tim Hardaway. Mais on a cette défaite au bout. Vraiment, le Heat a hyper mal joué, n'a pas pris au sérieux autant qu'on les a vus jouer les matchs jusqu'ici cette saison. Et on va y revenir évidemment avec un incident en cours de match. Ouais, c'est vrai qu'on est sur... On a ces 2 défaites qui sont très très crades. Ouais. On va y revenir. Mais même si tu regardes bien là, le calendrier que tu viens de nous montrer, en fait... sur les 5 derniers matchs, il y a 3 défaites. Même si tu tires un peu plus à 10 matchs, en fait, t'es sur du 6-4. Ouais, c'est ça, t'es sur du 6-4 à 10 matchs. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est bon, voilà. On va voir, il leur reste encore une petite dizaine de matchs. Donc, ouais, c'est ça, je crois. On va voir ce que le Heat va être capable. C'est ça, il reste 10 matchs au Heat. Attends, où je vois 9 matchs. 47 et 6, ouais, ça, au moment où on parle. Il reste 9 matchs. On va voir comment ils vont se comporter lors de ces 9 matchs, mais la dynamique là actuelle est pas ouf. Et puis il y a ces 2 derniers matchs, tu l'as très bien dit, genre t'as perdre contre les Sixers alors que t'as ni Harden ni Embiid. Putain. Ah oui, Tyrese Maxey a du talent. Oui, enfin, Georges Niang aussi, mais bon. Qu'est-ce que c'est que cette défaite? Elle est crade celle-là. Oh là là. Et effectivement, ensuite, tu as l'occasion de te refaire tout de suite la cerise, quoi. Les Warriors qui viennent chez toi, et il n'y a pas Steph. Bon, ça, ok, il y a Steph qui est blessé, mais il n'y a pas Clay, il n'y a pas Draymond, quoi. Donc, normalement,
C'est de l'argent au coffre, quoi. Ouais, en plus, tout à fait. Golden State venait d'échouer de manière un peu lamentable et à Orlando, parce que les mecs avaient un road trip en Floride, ils ont quand même perdu à Orlando et gagné à Miami, ce qui est quand même hyper fréquent cette saison. Et juste avant, ils avaient perdu, ouais, c'est ça, juste avant, ils avaient perdu au buzzer contre les Spurs. Donc Golden State qui se pointe chez toi, après avoir perdu contre Orlando et San Antonio. Ah, c'est pas le Golden State de 2017. C'est pas les Warriors 2016. Tu vois, normalement, non, tu peux, donc tu as tout à fait raison. Normalement, c'est sur un plateau d'argent, tu dois battre les Warriors à la maison, quoi. Donc, 2 défaites crades et surprenantes. Et effectivement, dans la défaite contre les Warriors, il y a cet incident lors d'un temps mort. Je mets le mot incident dessus, mais on pourra essayer d'autres synonymes lors de cette vidéo. Il y a cette vidéo. Et alors du coup, forcément, j'ai poté le cul. Pas de peau, hein, on est en 2022, donc on a le son, on a tous les angles, on a 800 téléphones, tu sais, c'était les vidéos qui pullulent. Les vidéos elles pullulent sur Twitter, t'es là, fait merde, putain, faut que je... Ah bah nickel, ah bah tiens, il y a Kevin qui nous a posté son angle, hein, tu vois. Comment ça, il est sous le banc, le mec, avec son téléphone, c'est assez hallucinant. Et entre les caméras de télé et les caméras des téléphones des gens, maintenant, c'est vrai que voilà, quoi, c'est comme si on y était, en fait, on a pu voir et entendre ce qui s'est passé. Alors, on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants, par contre, hein, on sait pas, moi, par exemple, perso, j'ai pas tout à fait bien compris d'où c'était parti, quelle était l'origine exacte de l'incident qui, grosso modo, implique principalement un différend entre Spoelstra et Jimmy Butler, hein, on est d'accord là-dessus, je pense. Avec Haslem qui vient à la défense et de que, son coach. évidemment, Spoelstra a un garde du corps qui s'appelle Udonis Haslem, et c'est vrai que c'est pas mal comme garde du corps. C'est efficace depuis. Ouais, c'est pas mal. C'est une boîte qui fonctionne bien depuis 2003. Haslem Security, je peux te dire que c'est pas mal. C'est surtout à Miami. C'est pas tout à fait. Donc, et ça, on va en parler. Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? On peut avoir plusieurs avis sur la question. Ce qui est sûr, c'est que ça pue pas ça sent pas la sérénité, le truc. Ah bah complètement, c'est un petit peu la cerise de merde sur le gâteau pourri. Genre, déjà que t'es pas sur une dynamique incroyable d'un point de vue sportif sur le terrain, en plus tu vois ça lors d'un temps mort, t'es en droit de te poser... Si t'es fan du hit, tu peux faire la méthode de l'autruche, dire non, nickel, tout va bien. Et on va en parler en soi. On est premier. Et alors Ou alors, tu peux te poser la question, te dire, putain, on n'a pas une dynamique terrible. En plus, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il fout Butler? Pourquoi il s'embrouille avec le coach? Non, c'est clair. C'est tous ces éléments et toutes ces questions dont on va parler. Et évidemment, on se permet. Parce que, comme vous le savez, on ne va pas non plus mettre des images de match ou de quoi que ce soit, mais quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous pouvez profiter de tout. On vous conseille d'aller notamment sur l'excellent compte Twitter 5 Reasons Sports qui fait une excellente couverture du hit au quotidien. Je vous montre juste, parce qu'on va se permettre ces images donc, qui étaient pendant le match. C'est ce temps mort dont on parle, où on voit en effet un Bam Adebayo qui doit retenir Udonis Haslem juste ici, une embrouille avec Jimmy Butler et Eric Spoelstra. Et regardez bien Eric Spoelstra, parce que c'est ça, Alex, dont j'ai envie de parler. Et bam! Bam, la tablette! Et bam, la tablette! Par-dessus la 3e corde! Pendant que Adebayo est obligé de retenir Haslem et que ça débat dans tous les sens. Et tout ça, évidemment, dans les grands bras de monsieur Markieff Morris qui retient son coach, quitte à ce que... Markieff Morris, un élément de paix. Élément de paix. Bah lui aussi, tu sais qu'en sécurité depuis 2003. Ouais. Mais c'est vrai que c'est là aussi que tu te dis, putain, Miami, il y a quand même... Non, mais il y a du prix Nobel de la paix quand même là-bas. Oui, tout à fait. Ouais. On est d'accord. Entre Markieff Morris, Udo Haslem, Jimmy Butler, tout ça, tu vois, c'est quand même des gens qui ont un certain niveau de pacifisme. C'est le cercle des poètes disparus, comme on dit, et tout le monde s'en souvient avec cette fameuse photo qui a été virale à Denver, où il y avait eu l'embrouille entre Jokic et Markieff Morris, où on avait cette photo de boys band limite de Adebayo et Butler et Lowry qui attendaient dans le couloir en mode vas-y, on vous attend, on va vous pécho. Je vous montre juste une deuxième image parce que c'est celle-là, comme tu le disais, tu le soulignais, c'est le côté un petit peu Snap, Insta, tout TikTok, des gens qui sont juste en bord de terrain. Il y a cette image vraiment juste en bord de terrain où on voit Spoelstra parler. On voit Spoelstra parler, à dire mais attends, quoi, tu veux, I'm not gonna fucking fight you, et t'as Haslem qui va dire à Jimmy Butler qui se lève, je vais te botter le cul, je vais te botter le cul, je vais te botter ton putain de cul, etc., etc. Ce dont on a parlé en long et en large sur le site de Trash Talk, donc vous pouvez consulter tout ça, devant des joueurs qui, certains, foutent le nez dans leur pompe, parce qu'on a Kyle Lowry qui essaie de retourner sur le terrain, on a les assistants qui essaient de se retrouver. C'est pas évident comme moment, et à la limite, Alex, si ça te va, je pense qu'on peut tacler tout de suite ce qui s'est passé sur le banc, ces moments-là, parce que, comme tu le disais, on peut faire le coup de l'autruche et se dire, ça arrive,
équipe ultra compétitive. Adebayo et Spoelstra ont été les premiers à dire ça arrive à l'entraînement, tranquillou. Là, ça a débordé devant 20 000 personnes. C'est ça aussi. Hein. Tu peux en soi dire ça. Tu peux dire, c'est pas la première fois qu'on voit dans le sport des joueurs et des entraîneurs qui se chauffent un petit peu alors qu'ils font partie de la même équipe. Non, d'ailleurs, même avec Spoelstra, on a ressorti des images des embrouilles avec LeBron à l'époque. Hein. Et avec Wade, ça les a pas empêchés de gagner, et avec Wade, ça les a pas empêchés de gagner 2 titres ensemble après dans la foulée, hein, quasiment de ces embrouilles. Donc, non, bien sûr, on a déjà vu Draymond des témoignages de Draymond et Stisker, Phil Jackson et Michael Jordan. Oui, tout à fait. Tu vois, ça les a pas empêchés de gagner les trucs ensemble. Ouais, bien donc, il n'y a pas à faire à parler de spirale démesurée et tout. C'est juste que là, ça tombe pile poil dans une dynamique qui est pas terrible. Fallait pas que ça tombe là. Ça tombe pas terrible, et donc quand tu vois, moi il y a 2 choses qui m'ont pas trop plu, enfin pas trop rassuré d'un point de vue hit. La première, c'est vraiment de voir Spoelstra dans cet état-là. C'est pas juste les joueurs là. Attends, Spoelstra il veut se la coller avec Butler là. Spoelstra, je l'ai rarement vu comme ça. Alors, franchement, pas perso. Attention, il a pas trop les moyens quand même. Hein. Ouais, mais bon. Rico. Ah oui, non, mais quand même. Tu sous-estimes les Philippines, hein, je pense. Oui, d'accord, peut-être qu'effectivement il peut lui mettre un coup de boule rotatif là et que genre personne va rien voir venir. Mais en tout cas, il est physiquement dans une attitude où physiquement il veut se la coller, quoi. Il y a un ras-le-bol, d'ailleurs, un coach qui balance sa tablette comme ça pour deux compétiteurs aussi féroces, c'est chaud de voir ça. C'est chaud, et il y a le vocabulaire employé par Haslem qui est vraiment, comme tu l'as dit, en mode genre je vais te botter le cul. Et donc il y a un côté genre Haslem qui est un joueur d'expérience et tout. On sait qu'il a le sang chaud, Haslem, hein, qu'il faut pas trop le chatouiller. Dwight, hein. C'est pas la première fois, on le sait ça, Haslem. Même il a toujours été un peu comme ça et tout. Bref, il fait partie de ces joueurs-là, là, le côté soldat et tout. En forceur, bien sûr, on l'a mis dans notre classement. Hein. Donc, exactement. Donc là, ça, c'est pas une surprise. Par contre, il a aussi beaucoup d'expérience, et ce genre de choses-là, Haslem, du haut de son expérience, aurait aussi pu, de manière beaucoup plus calme, parler à Butler, dire gros, qu'est-ce que tu fais là, je vais te défoncer, mais tu vois, de manière plus discrète. Là, il est vraiment devant tout le monde en mode en mode viens on va dehors et on règle ça. Ouais, bien sûr, on va régler ça. Et j'avoue, ça c'est très significatif d'une haine et d'une envie d'en découdre inquiétante, je trouve. Je suis d'accord, ce qui nous ramène au point que tu soulignais tout à l'heure, qui est on ne saura peut-être jamais, ou en tout cas on ne saura pas là pour le moment, ce qui a été dit par Butler. On est quand même sur une embrouille où il y a un vétéran qui dit je vais te botter le cul 4 fois et un coach qu'on a rarement vu comme ça. Donc je ne sais pas dans quelle hauteur Jimmy Butler est monté. Je pense que d'ailleurs il y a dire Butler. Je pense qu'il y a beaucoup, et d'ailleurs petite dédicace à certains, parce qu'au moment du match en direct, quand j'étais sur le compte, il y a eu toute la meute des fans des Wolves qui sont arrivés, qui ont fait ah, tu sais, ils ont fait ah. On vous l'avait dit. Voilà, on vous l'avait dit. Voilà que je suis étonné. Mais c'est vrai que il y a un côté très interrogatif sur ce qu'a pu dire Butler, parce que c'est fou de voir ce type de hauteur dans lesquelles montent Spoelstra et Haslem. Et pour faire le lien avec le sportif, Haslem et Spoelstra sont des piliers de Miami depuis des années. Ils ont les bagues, Haslem va avoir son maillot retiré si c'est pas déjà fait. Spoelstra est une légende de la région. Tous les deux savent quel est le chemin pour être champion. Et Butler, jusqu'ici, a toujours été un joueur très confiant, mais qui a une finale énorme à son actif, hein, avec ce qui s'est passé dans la bulle, mais qui n'a pas non plus la bague. Je me demande pas si il a dit un truc qui du coup les a fait halluciner, genre mec t'es pas un champion, tu vois, mais je me suis retrouvé dans une situation perso en cette image où je me suis dit attention, les deux cautions de comment aller jusqu'au titre avec Pat Riley, c'est quand même Spoelstra et Haslem. De voir ces gars-là péter un plomb envers entre guillemets le même joueur, c'est pas super rassurant à 3 semaines des playoffs où t'es numéro 1 à l'Est quand même. C'est ça le problème en fait. Donc après, épiphénomène, non. J'ai vu beaucoup genre oui, non, ça arrive tout le temps. Non. C'est pas grave, ça arrive dans plein de grandes équipes. Oui, ça arrive dans plein de grandes équipes, mais dans des circonstances que je qualifierais quand même de différentes. Bah ouais. Et dans des dynamiques bien meilleures. Là, je trouve que ça rajoute à la mauvaise dynamique du hit. Et en plus, c'est vraiment... alors,
c'est sûr que ça arrive souvent avec les franchise players. Je veux dire, c'est rarement le 12e homme avec lequel le coach s'embrouille comme ça lors d'un temps mort. Hein. Ça, on est bien d'accord. Ah, Surtout qu'en général, quand t'es 12e homme, tu fermes un peu ta gueule. Et là, c'est vrai que Butler a un peu un statut où il a dû se permettre de dire des choses qu'il n'aurait vraisemblablement dû pas dire. Tu vois. Ce qui est emmerdant, c'est que le Heat est une équipe dont le jeu nécessite d'être ultra soudé. Je dis pas que... En général, il faut être ultra soudé. Hein. Pour gagner les playoffs, il faut être ultra soudé. Mais je veux dire, Jimmy Butler est le franchise player de cette équipe. Mais genre, Tyler Herro marque autant, voire si ce n'est plus de points que lui, en fait, cette saison. En défense, il y a d'autres gars. Il y a Adebayo, il y a PJ Tucker. Butler est le leader, est le point central et tout, machin. Mais il n'est pas de la tête et des épaules le meilleur attaquant ou le meilleur défenseur. Il est le meilleur joueur, en fait, tu vois. On est dans un truc collectif. Et du coup, le collectif marche moins bien, là, ces derniers temps. Ils ont eu des problèmes de blessures, mais ils ont toujours su les surmonter. C'est limite dans la période, là, en ce moment, où ils sont le plus au complet, finalement. Bah, quasi, de leur saison. Qu'ils marchent le moins bien. Et en plus, t'as une embrouille lors d'un temps mort. Donc, est-ce qu'on doit se poser des questions sur, je sais pas, la cohésion du groupe réel, en fait? Non, je pense pas. Enfin, ouais, je sais pas, je pose, hein, je demande. Hein. C'est vraiment des questions là que je pose. Parce que de voir Haslem et Spoelstra après à se la coller comme ça avec Butler, c'est quand même extrêmement surprenant. C'est pas des images volées d'un entraînement, quoi. C'était pendant un match. Enfin, non, bien sûr, mais après, tu sais, ça va nous mener malheureusement à un espèce de prisme à deux voies, deux autoroutes, et il n'y en a pas une troisième envisageable. C'est soit le Heat va loin et quel moment fédérateur où les mecs se sont retrouvés et sont ressortis, ou le Heat, numéro 1 de l'Est, sort plus tôt que prévu. Et à ce moment-là, on va être là genre, tu vois bien, 3 semaines avant les playoffs, tu vois ce que je veux dire? Ce genre de moment aussi, c'est un truc où on est souvent à deux sorties. C'est-à-dire qu'on va dire, soit c'est quelque chose qui réunit le groupe, soit si le Heat ne va pas aussi loin que possible, on va dire, en même temps, regarde, à 2 semaines des playoffs, les mecs se mettaient sur la tronche. Donc, c'est ça aussi qui m'inquiète par rapport au point que tu mentionnes de très collectif. C'est vrai que c'est la force de ce Heat, c'est que quand tu regardes les Bucks, les Sixers derrière, tu as du candidat MVP à fond les ballons. Même Boston, dont on va reparler, qui est dans une énorme dynamique. On voit ce qui se passe avec Tatum depuis le mois de janvier. Miami, comme tu l'as dit, c'est basé avant tout sur une bonne répartition du scoring, une grosse défense. Ils ont tous les éléments pour dire, les gars, c'est juste un accident, allons jusqu'en finale NBA. Ils ont tout ce qu'il faut en soi, le Heat. Bien sûr. Ils ont fait une grosse saison régulière, ils comptent sur tout le monde. Et là, comme tu disais, il y a juste Tyler Herro qui est pas là, mais sinon, quand ils sont au complet... C'est ponctuel, Tyler Herro, c'est pas... tout à fait. Rapidement, là, tu vois. Bien sûr. Normalement. Mais toi et moi, je crois que lorsqu'on s'est rapproché du All-Star Break, on se demandait quand est-ce qu'on pouvait voir le Heat au complet et jouer ensemble. Et là, c'est pas trop le cas, quoi. Non. Et voilà, et du coup, on met l'emphase sur ce genre de moment parce qu'on sait que la cohésion, c'est l'une des armes les plus importantes du Heat. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que entre cette dynamique où l'équipe marche un peu moins bien, plus un gros accro comme ça, humain, lors d'un temps mort, est-ce qu'on doit commencer à se poser des questions sur la réelle cohésion? J'ai vu des oui, mais Butler, il est ingérable. Oui, mais Butler, au bout de 2-3 saisons, ça finit toujours par craquer parce qu'il est ingérable. Enfin, tu vois, genre... Je demande en fait. Non, bien sûr. Moi, par rapport à ça, je t'avoue qu'il y a une image qui m'est venue en tête quand je savais qu'on allait tourner cet apéro, c'est Pat Riley. Si tu es Pat Riley, c'est toi qui as construit cet effectif. Ouais. C'est toi qui l'été dernier est quand même allé voir avec Jimmy Butler et a dit tu prends une prolongation, frérot, on va te mettre bien, etc. Parce qu'on pense après la bulle que tu peux être le pitbull numéro 1, patron, énergie, identité, ADN, tout ce que tu veux des deux côtés du terrain de notre Heat. Là, pour moi, ça ressemble à un moment Pat Riley. Pour moi, Pat Riley, il doit aller voir Jimmy Butler, il doit faire « Hey gars, il n'y a pas de bague, t'as 0, il n'y a pas de bague, t'as été une fois en finale NBA, c'est super, on croit en toi, on t'a donné le contrat. On s'est mis d'accord, on s'est serré la main, on a mis de l'encre, ça a séché, on a dit « Allons le plus loin possible. On va te mettre du Lowry, on va même subtiliser PJ Tucker des Bucks, on va te mettre tout ce qu'il faut autour. » Si mes deux principaux gardes, Spoelstra et Haslem, qui sont là depuis l'Antéchrist, sont les premiers à réagir comme ça, moi je débarque et je te remets les idées en place. Pour moi, ça ressemble plus à un moment Pat Riley, là, à 2 semaines des playoffs. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre ou qui pourrait intervenir, parce que c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Il faut qu'il y ait quelque chose qui...
Il faut qu'il y ait quelqu'un qui tape du poing sur la table. Intervenir, si tant est qu'il y ait à intervenir. Moi, j'ai pas vu ce qui s'est passé dans les vestiaires tout de suite après. Spoelstra, c'est un coach d'expérience. Butler, il a envie de gagner. Ça se trouve, on est en train de parler d'un truc où, en fait, dans le vestiaire, ils se sont dit... Ok, il y a eu, je sais pas, imaginons même, il y a eu des amendes honorables de la part de Jimmy Butler, le coach qui a dit ok, c'est bon, c'est pas grave, on est reparti et tout, tu vois. C'est un groupe solide quand même, le Heat à la base. Complètement. Donc, moi, ce qui m'emmerde vraiment là-dedans, c'est le côté conjoint de mauvaise dynamique sur le terrain, ajouté à oh là, c'est quoi ces alertes, ces grosses alertes même de cohésion d'équipe. C'est tout à fait, c'est des rencontres que tu es censé défoncer. Après là, je vous remontre juste le programme quelques secondes. Ils vont affronter quoi ? Il y a 3 matchs de suite à domicile. Donc là, après celui des Warriors, il y a les Knicks, les Nets. Celui-là, il est absolument immanquable ce week-end. Samedi. On va suivre ça, c'est ça, avec c'est un sacré back-to-back. Hein. Tu as les Knicks puis les Nets qui viennent en ville. Et après, tu vas te déplacer à Boston, à Chicago et à Toronto. Attention, parce que des équipes qui jouent le classement, c'est des équipes qui vont jouer. Hein. Donc, et même Charlotte-Atlanta derrière, ça va jouer. Hein. Bien sûr, jusqu'au bout. Donc, ça nous mène aussi à ce point dont on rigolait, toi et moi, Alex, en off, avant qu'on démarre cet apéro, c'est là, quand tu regardes les équipes de l'Est, tu vois Philly, tu vois Boston, tu vois Milwaukee, les dynamiques, elles sont plutôt bonnes. Il y a les copains là de Brooklyn qui viennent d'apprendre que apparemment Kyrie Irving pourrait jouer à domicile et qu'il n'y aurait pas de problème. C'est pas apparemment, c'est... Non mais bien sûr, mais il va. Mais donc du coup, attention Miami, parce que là, t'as travaillé pendant 6 mois pour être numéro 1 de ta conférence, pour être bien comme il faut. Et là, tu peux te retrouver potentiellement devant une série casse-gueule comme affronter les Nets au premier tour. Là, si t'es pas ultra carré dans tous les registres, mais tu vas être prendre une sauce. Ça va être compliqué, on est d'accord. Je suis d'accord. T'imagines ? Et même, encore faut-il finir premier de l'Est, parce que le Heat, du coup, avec cette spirale un petit peu moins bonne, cette dynamique un peu moins bonne, vu que derrière ça carbure quand même bien, je veux dire, les Celtics carburent, mais genre c'est un truc de taré, les Celtics, comment ils jouent au basket là en ce moment. Genre vraiment. Il y en a qui se tatouent même le titre 2022, donc si tu veux, c'est tout le monde y prend. Ils jouent vraiment bien. Mais je veux dire, à part les Sixers qui ont raté quelques matchs importants, les Bucks sont dans une on parle jamais d'eux, sacrée bonne dynamique là sur la fin de saison des Bucks, au calme. Ouais, voilà, c'est ça. Sacrée bonne dynamique, donc premier, ça se trouve lundi ils sont plus premiers du tout. C'est ça, je te laisse continuer, je montre le classement pendant ce temps-là, oui, vas-y. Ça se trouve, lundi, en fait, ils sont 3e. J'en sais rien, je dis ça, mais tu vois, ils n'ont pas une avance de dingue, quoi. Donc, il y a pour moi plusieurs risques, là, sur cette fin de saison du 8. Il y a un risque de continuer dans cette dynamique pas ouf, un peu middle, qui, non seulement les emmènerait à ne plus être premiers de l'Est, et il y a, si ça tient comme ça... Déjà, ça va pas être simple, et attention, parce que comme tu le signalais, Bastien, tu peux te retrouver à jouer les Nets, t'es premier de l'Est, et tu joues les Nets, waouh, c'est une punition le truc. Bon après les Nets, même s'ils vont au play-in, ils peuvent être aussi, ils peuvent tout gagner le play-in et être 7e et donc jouer le 2e par exemple. Tout à fait. Donc, mais c'est une punition quoi. Faire une aussi belle saison et jouer les Nets de Kyrie et KD au premier tour, c'est vache. Et d'ailleurs j'ai vu quelques théories. Bon attention, on est chez les complotistes. Mais j'ai vu des bonnes théories qui m'ont bien fait marrer. Oh, j'ai trouvé ça bon, c'était bien argumenté. On veut être 2e. Non, on veut être même pas. Ils veulent sortir du top 2 les théories. Oui, bien pour sûr. Être sûr. Ils veulent sortir du top 2 pour être sûr d'éviter les Nets au premier tour. Tu sais quoi, je crois totalement à cette théorie parce qu'il n'y a rien de plus efficace à 2 semaines des playoffs que d'avoir tous les braquages médiatiques sur le fait qu'il y a une embrouille entre un joueur, un franchise player et son coach. Vraiment, c'est la meilleure méthode à utiliser à 15 jours des playoffs. C'est vrai que la théorie de ils veulent descendre un peu au classement, c'est du calcul pour être sûr d'éviter les Nets au premier tour et plutôt jouer des Cavs, Raptors ou Bulls. Sur le papier bien sûr que tu t'en sors mieux mais bon. Voilà, mais après le truc c'est l'admit conf, puis après le truc c'est l'avantage du terrain, puis après c'est le truc c'est la dynamique, enfin il y a beaucoup d'autres paramètres qui défoncent cette théorie, mais je la cite parce que ça va il y en a qui l'ont fait. Moi je dirais, je la regarde évidemment en rigolant, je ressortirais évidemment les propos de Spoelstra qu'il a tenu pendant des années. Il y a un moment où si t'es premier, donc tu dois être le meilleur, tu dois être capable de tabasser ton premier, ton deuxième et ton troisième tour. Si le Heat commence à chuter pour choisir son premier tour, alors que comme tu l'as dit,
après tu dois peut-être affronter les Bucks sans l'avantage du terrain. Ou les Celtics ou des trucs comme ça. Enfin, non. Ouais. C'est très très clair. C'est de l'eau de roche. Je suis d'accord. Non. Mais par contre, oui, on le répétera jamais assez. Souvent sur cette chaîne, comme vous le savez, on l'a répété, le côté on peut pas appuyer sur on et sur off dans tous les sens et dire genre c'est parti, je commence ma saison. Et on aime bien les équipes qui sont dans une forte dynamique en fin de saison. En ce moment, si tu es fan de Boston ou de Dallas ou de Milwaukee, mais tu vois par exemple Dallas, on a fait l'apéro récemment. T'es un fan, t'es bien content d'avoir fait, je schématise, mais un automne caca pour te pointer au printemps avec le torse bombé. Mieux vaut ça que être entre guillemets comme ça a pu être des questions aussi autour des Warriors et là du Heat où t'as travaillé dur pendant des mois et qu'au finish ça soit vraiment négatif parce que attention, en playoff ça peut très vite payer quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'en playoff, en fait, la dynamique dans laquelle tu arrives, surtout dans cette Est où dès le premier tour, dès le premier tour, ça va être tendu. Il va y avoir plein d'oppositions tendues dès le premier tour. Oui, c'est ça que je voulais regarder en même temps que tu parlais là. Donc samedi, il y a Heat Nets, il y a Cavs Bulls aussi. Hein. Non, mais en ce moment, c'est très agréable. Pour les amateurs de lutte pour le top 6, on est pas mal. Hein. Ouais. Voilà. Pour les amateurs de lutte gréco-romaine, en ce moment, c'est très agréable la NBA le soir. Le Heat doit faire attention. Le Heat, on espère pour eux que c'est juste, il y a du caractère, comme on dit, il y a de l'embrouille, Aslem n'est pas du genre à se laisser faire, Spoelstra, il a du caractère, on le sait, même si on ne l'avait jamais vu aussi vénère. Oui. C'est vrai que de voir Spoelstra prêt à se la coller comme ça et à balancer sa tablette par terre, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'il lui a dit en fait? Qu'est-ce qu'il a pu dire Butler? Et c'est rare que ce soit public parce que quand j'avais fait le papier la nuit même, j'essayais de revenir, on en parlait tout à l'heure sur des exemples qu'on avait pu voir. Draymond et Steve Kerr ont vraiment failli se taper, mais dans le vestiaire d'OKC. C'était dans le run de 2015, 2016, Il y a eu etc. le KD Draymond quand même sur le banc, mais c'était un joueur-joueur. Ouais, tout à fait, mais c'est joueur-joueur. C'était tu vois, c'est quand même sur le banc, c'était chaud. Hein. Tout à fait, mais c'était joueur-joueur. Marcus Smart qui envoie une chaise dans un mur en discutant avec Jaylen Brown dans la bulle, c'est joueur-joueur, mais encore une fois, c'est vestiaire. C'est assez rare de voir ça, et surtout, là où c'est rarissime, c'est numéro 1 de ta conférence. Je veux dire, normalement, imagine là, t'as McGee qui dit à Devin Booker, mec, je vais te botter le cul, pendant que t'as Monty Williams qui fait gros, tu veux qu'on se tape, alors que t'es à 2 c'est chaud. Non, mais c'est chaud, je suis d'accord. C'est chaud, normalement, tu vois pas ça. Il n'empêche, comme tu l'as dit, qu'il faut peut-être pas être... Il y a un côté unique avec cette scène, mais le Heat continue d'avoir quand même une défense top 5 cette saison, si je dis pas de bêtises, Alex. Oui, aujourd'hui, qui exécute très aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, c'est une top 5 défense, le Heat. Ouais. Ils vont avoir le 6e homme de l'année, il faut juste qu'ils reviennent vite, Tyler, parce qu'il est fondamental dans la réussite du Heat. Mais je pense que c'est aussi, et j'allais te tendre la perche là-dessus, c'est aussi un témoignage aussi de la qualité de la conférence S, c'est-à-dire qu'on a déjà vu des numéros 1 où t'as des petites embrouilles. On a vu, comme tu le disais, avec KD et Draymond, t'as une embrouille il y a quelques semaines des playoffs et les mecs après ça, tu y vas parce que t'es numéro 1. Et là, comme tu l'as dit, dès le premier tour ça peut être chaud, donc t'as une marge d'erreur avec ce Heat qui est pas énorme en fait. Ouais, non, elle est même pas énorme du tout, elle est même très faible en fait. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. On n'est pas au bout de nos surprises. Ces playoffs à l'Est vont être juste incroyables. Yeah. C'est sûr et certain. Ça va être trop bien. Dès le premier tour. Hein. Au premier tour, tu peux avoir 4 grosses séries. Il va y avoir 4 grosses séries. Ça dépend, tu vois, si t'as genre des Hawks ou des Hornets qui passent, ils vont vite se faire niquer, quoi. C'est pas faux, mais on y va. Moi, je veux bien que Trae Young il aille à Miami juste pour foutre le merdier, tu vois. Quand même des sacrés accidents pour que ces équipes passent. Écoute, mais sur un match, tout est possible sur un match. Hein. C'est la beauté du play-in tournament. Je vais te poser une question, Alex, pour finir, parce que c'est la grande question, toi qui parlais de théorie et de choses, et je veux bien la réponse des gens qui nous regardent et nous écoutent. On fait cet apéro maintenant au 25 mars. Ouais, 25 mars. Le 10 avril, le Heat est dans quelle place de la conférence Est? C'est une bonne question, ça. Je vous mets le classement pendant ce temps-là. Ils sont à 47-26. Étudier les calendriers. Faudrait surtout étudier le calendrier des Bucks, notamment. Oh bah t'inquiète, ça déroule. Je dirais Heat 2e. Le Heat est 2e. Mais genre, ils vont pas non plus dégringoler, tu vois. Mais 2e, peut-être. Je vois bien les Bucks.
Ou franchement, ou même les Celtics, allez les chercher. Hein. Les Celtics, ils vont faire que de gagner. Là, non, là, ils sont injouables. Ils en ont rien à battre. Ils déroulent sur tout le monde. Allez, moi je veux donner une chance à mon Spoelstra de montrer qu'en fait c'était juste un petit truc et que Tyler Hero va revenir. Le Heat sera toujours numéro 1 de la conférence Est. Allez, au moment où les playoffs démarrent. Ouais, et je leur souhaite. On les voit pas dégringoler, quoi. Non, mais je leur souhaite d'être numéro 1 parce que faut pas tendre le bâton à des équipes qui vont faire t'as vu, c'est un peu la merde chez eux et tout. Genre, on devrait peut-être leur insulter. Les écarts sont faibles. Ouais, les écarts sont très faibles. Dans tous les cas, on veut bien vos avis, que vous soyez fan du Heat ou juste de MMA ou de grandes relations publiques entre les entraîneurs et leurs joueurs. Nous, Alex, on va devoir enchaîner peut-être avec un autre petit sujet. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. On vous fait des bisous. À la prochaine. Ciao.